Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur un air de RH, le rendez-vous des RH et des dirigeants de PME pour agir sur les enjeux du quotidien en entreprise. Aujourd'hui, dans notre podcast proposé par les éditions Tissot et Culture RH, nous allons parler d'un sujet qui touche toutes les organisations, l'absentéisme. Un sujet sensible car derrière chaque absence se cache une réalité humaine et organisationnelle souvent profonde et complexe. Le dernier baromètre de Willis Towers Watson révèle une nouvelle hausse du taux d'absentéisme dans le secteur privé en 2024 par rapport à 2023. Globalement, on va parler d'une hausse de 3% en un an, mais ce qui est marquant, ce sont les 34% d'augmentation depuis 2019. Les risques psychosociaux restent la première cause des arrêts longue durée. Au-delà des chiffres, c'est une réalité qui impacte l'organisation, les coûts et surtout le climat social. Alors comment concilier performance de l'entreprise et bien-être des collaborateurs pour prévenir l'absentéisme et protéger la santé mentale ? Je suis Pauline Correa et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Lachenal, psychologue clinicienne spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux, l'amélioration de la qualité de vie au travail et la protection de la santé mentale en entreprise. Allez, c'est parti! Bonjour Juliette! Bonjour Pauline. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la fondatrice de Pepsi et vous avez pour ambition d'accompagner les entreprises et les RH sur les sujets de santé mentale. Aujourd'hui, je vous propose un focus sur l'absentéisme. C'est un sujet dont on parle régulièrement dans l'actualité. Et la notion d'absentéisme est d'ailleurs souvent associée à un autre sujet qui fait beaucoup parler ces dernières années, c'est celui du burn-out. Mais en réalité, l'absentéisme couvre un périmètre beaucoup plus large. Alors pour mieux comprendre le contexte, est-ce que vous pouvez commencer par nous donner là où les définitions de l'absentéisme en entreprise? Oui, bien sûr. Donc l'absentéisme en entreprise, c'est le fait, d'avoir un collaborateur qui est absent et donc qui ne vient pas travailler et finalement, en fait, il y a pas un absentéisme, mais plusieurs absentéismes et c'est un bien important de l'avoir en tête quand on parle d'absentéisme. Donc il y a l'absentéisme justifié, donc la maladie, mais le congé maternité ou paternité va faire aussi de cet absentéisme qu'on appelle justifié, c'est-à-dire que l'entreprise sait pourquoi le collaborateur est absent. L'absentéisme injustifié, donc le collaborateur qui ne se présente pas au travail, et l'absentéisme invisible et qui est plus compliqué à voir, mais dont les effets sont très délétères, qui va être les collaborateurs qui font du présentéisme. Donc ils sont présents, mais en fait ils ne délivrent pas ce qu'ils doivent délivrer, ou bien ils sont en retard. Et donc l'absentéisme recouvre toutes ces dimensions-là et souvent quand on parle de l'absentéisme en entreprise, on va davantage parler, de l'absentéisme justifié, notamment pour les causes, liées à la santé mentale, et qui vont avoir un impact dans la vie de l'entreprise et donc c'est ça à ça ou sur lesquels les entreprises veulent, trouver une solution. D'accord. Donc, il y a 3 types, d'absentéisme, on va dire en quelque sorte catégorisés. Et donc derrière ces absences, quelles sont selon vous les principales causes, de cet absentéisme dans les PME aujourd'hui? Est-ce que c'est davantage lié à des problèmes de santé, à des conditions de travail ou encore à des facteurs, psychologiques et organisationnels? Alors, donc les causes, elles sont assez diverses. La première cause des arrêts longs, donc de plus de 30 jours à 90 jours, c'est lié à la santé mentale et l'absentéisme, ensuite, il va être causé en majorité par la maladie. Donc c'est 94, je crois, des arrêts et dont il va y avoir les accidents de travail et les maladies professionnelles qui vont représenter 6 des arrêts. Donc en fait, il y a les raisons de cet absentéisme. Il est lié à la fois à la maladie physique, mais aussi à tous les troubles psychosociaux qui représenteraient en fait 36 de ces arrêts en 2024. Donc ce serait une hausse par rapport à 2023. D'accord. Alors, maintenant qu'on connaît, un peu mieux les principales causes de l'absentéisme, on voit qu'il y a souvent, des causes multiples qui sont d'ailleurs pas forcément liées directement à l'entreprise ou au travail en entreprise. Donc, on va dire c'est un peu normal qu'il y ait de l'absentéisme en entreprise, du fait qu'on puisse tomber malade, et cetera. Alors du coup, à quel moment on doit, s'inquiéter? À quel moment l'absentéisme devient problématique?
Alors, en fait, le taux d'absentéisme moyen dans une entreprise, il se situe autour de 4,4 à 5,1% à peu près. Donc ça, c'est les taux moyens en 2024. Et donc, en fait, il faut s'inquiéter quand le taux, il est au-delà de ce taux moyen. Sachant que, pour le coup, les taux moyens vont dépendre aussi de chaque type d'organisation. On n'aura pas les mêmes taux dans un établissement de santé que dans une industrie. D'accord, et la durée moyenne aussi des arrêts, j'imagine, doit jouer un peu aussi? Oui, tout à fait. La durée moyenne d'un arrêt, elle est assez élevée puisqu'elle peut, on dit qu'elle atteint une vingtaine de jours, par an et donc c'est des chiffres qui sont assez élevés. D'accord. Et du coup, j'allais dire avant même que l'absentéisme, ne devienne problématique, est-ce qu'il existe des signaux ou des indicateurs qui devraient alerter un dirigeant, un manager ou un RH? Oui, bien sûr. Alors, en fait, bon, les signaux, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles dans une entreprise qui vont nous dire: «Attention, il y a des difficultés» et puis il peut y avoir ensuite de l'absentéisme. Ça va dépendre aussi de chaque, type de métier. Ça va être les tensions dans les équipes, la plainte d'une charge de travail, trop importante. On va le voir aussi dans le comportement des collaborateurs, des changements de comportement, d'habitude, des collaborateurs qui vont s'isoler davantage. Et donc, ça va être aussi de l'absentéisme qu'on appelle perlé, c'est-à-dire c'est des personnes qui vont prendre, tout leur vendredi, non pas parce qu'elles sont en train de refaire tout leur logement et qu'elles ont un super projet de rénovation, mais parce qu'en fait, pour pouvoir récupérer de l'épuisement qu'elles ont au travail, il faut absolument qu'elles prennent, un jour, de plus de congé chaque semaine. Et donc ça, c'est des signaux qui sont à la fois qu'on peut voir au niveau d'équipe, mais aussi au niveau d'individus. Et c'est ça qui est assez, je dirais, assez, intéressant, mais voire perturbant, en fait, pour les RH ou les dirigeants. C'est de se dire: «Bah, oui, mais c'est des difficultés de certains collaborateurs, c'est peut-être pas tout le monde». Sauf qu'en fait, c'est des signes d'alerte qu'il va sans doute y avoir, l'absentéisme qui va augmenter dans l'entreprise. D'accord. Alors, il y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés par l'absentéisme que par d'autres. Et d'ailleurs, le top 3 de ces secteurs, avec le taux d'absentéisme le plus élevé, reste inchangé. Euh, Est-ce que vous avez une idée de ce top 3, Juliette, des secteurs avec le taux d'absentéisme le plus élevé? Alors, ça va être, les plus élevés, c'est tout ce qui concerne, les activités liées à la santé humaine et à l'action sociale. Ensuite, c'est l'hébergement et la restauration. On est un taux, auprès de 8 et puis tous les métiers qui sont liés au transport et à l'entreposage. Donc là, on est plutôt autour de 6,8. D'accord. Alors, vous l'avez précisé, juste un petit peu avant aussi, il y a certaines causes de l'absentéisme qui sont directement, reliées à des types de métiers. Donc au-delà des secteurs, d'activité qu'on vient, d'évoquer, est-ce qu'il y a certains métiers ou certains types de salariés qui sont plus touchés que d'autres par l'absentéisme? Alors oui, effectivement, les femmes vont être davantage touchées, que les hommes. Donc, les femmes ont un taux d'absentéisme, en 2023 de 6,1 et de 4,5 pour les hommes. Donc ça, c'est une première déjà, disparité. Une seconde disparité, c'est que les jeunes salariés vont présenter une fréquence d'arrêt qui est beaucoup plus élevée et souvent pour des motifs psychologiques. D'accord. Et ensuite les collaborateurs qui sont plus âgés, donc en fait, on a vraiment les plus jeunes et les plus âgés dans l'entreprise qui vont être, aussi, assez importantes avec, une durée moyenne qui va être encore, plus grande. Voilà et les ouvriers ont un taux d'absentéisme qui va être plus élevé, autour de 16,37 devant celle d'employés qui ne sont pas ouvriers, et les cadres, ils ont un taux d'absentéisme qui est plus bas, autour de 2,37. Je crois que c'est les chiffres de 2023. D'accord. Une question aussi que je me pose avec, les nouveaux modes de travail qui sont arrivés il y a, quelques années, notamment, liés au covid. Je me demandais si le facteur, télétravail, contribuait à réduire ou au contraire, à créer de nouveaux risques d'absentéisme, plus spécifiques à ce mode de travail? Ouais, c'est une très bonne question et ça,
On voit qu'à la fois, en fait, le télétravail, c'est ce qu'on appelle un facteur de protection. Donc ça veut dire que ça va protéger les collaborateurs. Je pense notamment à des collaborateurs qui sont, parents ou bien qui sont aidants, où finalement ils vont avoir plus de souplesse pour certains rendez-vous en ayant cette souplesse du télétravail. Donc c'est ce qu'on appelle un facteur de protection. Mais ça peut être aussi un facteur de risque puisqu'en fait, ça va augmenter le risque, d'isolement. Donc, en fait, je ne parle à la personne de la journée, parce que je suis, juste derrière mon écran en train de chatter avec des collègues, mais ce qui n'est pas du tout la même chose que quand je vais échanger avec un collègue à la machine à café. Donc le télétravail, c'est à la fois un facteur de protection et un facteur de risque. Et notamment un des risques, c'est aussi que qu'il y ait ce présentéisme, en fait, cet absentéisme dont on ne se rend pas trop compte. La personne est là derrière son écran, mais au final, elle est plus du tout motivée par ses missions. Alors, je vous propose maintenant d'aborder justement les impacts de l'absentéisme. On le sait, toute absence a des conséquences, mais peut-être que pour une petite ou une moyenne entreprise, ces conséquences peuvent être particulièrement lourdes. On parle d'un coût de l'absentéisme qui est estimé à plus de 120 milliards d'euros par an pour les entreprises françaises. C'est un chiffre qui me paraît énorme. Quels sont, selon vous, les impacts les plus marquants de l'absentéisme? Alors ça, c'est ce que vont dire tous nos clients, puisque nous, on travaille avec des PME et des ETI. Elles vont nous dire, en fait, ce qui est compliqué quand il y a un collaborateur qui est absent, c'est que je dois réorganiser le service. Donc, je peux avoir des collaborateurs qui vont être ensuite en surcharge de travail parce que ça doit être réorganisé. Parfois sans qu'on ait de date de retour ou bien des arrêts, vous savez, des arrêts maladie, qui voilà, chaque jour où la personne doit revenir, en fait, finalement, elle est à nouveau en arrêt maladie. Donc en fait, on ne peut pas s'organiser, parfois dans des postes qui sont clés où en fait la personne, on peut pas la remplacer. Donc ça, toute cette désorganisation, c'est un vrai risque qui vont faire qu'ensuite les autres collaborateurs vont aussi être, eux, en risque pour leur propre santé mentale. Il y a bien sûr un coût financier qui va être lié soit ensuite à cette réorganisation. Il va falloir que peut-être éventuellement dans un deuxième temps, si la personne ne revient pas, à nouveau recruter quelqu'un. Donc le coût financier est très, très important et ce que vous disiez de 120 milliards d'euros. Et puis il y a aussi un autre effet qui est ce qu'on appelle la contagion de départ, ou c'est aussi l'effet domino ou les démissions en cascade. C'est j'ai un premier collaborateur qui démissionne et à la suite de ça, les autres vont se dire mais en fait finalement c'est vrai que je suis pas bien dans cette entreprise-là, donc moi aussi je vais partir. Et donc ça, on l'a observé notamment en période post-Covid, dans certains métiers comme de le conseil où il y a eu des taux de démission extrêmement importants. Et il peut bien sûr y avoir aussi toutes les conséquences juridiques pour l'entreprise. Ok, donc les enjeux de l'absentéisme sont indéniables. On va passer maintenant au concret et aux solutions, si ça vous va. Quelles sont les actions simples et quels leviers concrets un dirigeant ou un RH peut mettre en place dans son entreprise pour prévenir l'absentéisme? En fait, vous posez la bonne question dans quelles actions simples, parce que souvent, quand nous on parle avec les dirigeants ou les RH qui veulent lutter contre l'absentéisme, ils se disent: «OK, je sais pas du tout par quel bout commencer», et c'est hyper complexe. Oui, parce que c'est multifactoriel, quand il y a des problèmes d'absentéisme dans une entreprise. Par contre, là où on est sûr de jamais se tromper, c'est de travailler sur, la prévention des risques psychosociaux qui vont causer l'absentéisme. Donc pour rappel, les risques psychosociaux, c'est le stress, les violences internes et les violences externes qui vont ensuite causer, eux, les troubles psychosociaux, comme l'épuisement, et donc qui vont faire que les personnes vont être en arrêt puisqu'il y a eu ces risques-là. Et donc, on peut travailler sur diminuer les facteurs de risque au sein de mon entreprise et augmenter ce qu'on appelle les facteurs de protection. Donc, c'est tout ce qui fonctionne bien dans mon entreprise. Et c'est vraiment ça sur quoi il faut travailler et ce pour lequel les dirigeants, les RH ont vraiment un levier en fait d'action pour lutter contre l'absentéisme. Alors, vous venez de l'évoquer, il n'est pas toujours simple pour les entreprises de savoir par où commencer et quelles actions concrètes et adaptées mettre en place pour sa structure. Mais il faut aussi savoir embarquer ses dirigeants.
Vous m'avez dit, lors d'un échange en off, avoir créé une fresque de la performance sociale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup nos auditeurs. Oui, tout à fait. En fait, le constat quand on a commencé à travailler sur cette fresque, c'était, de se dire que face que ce soit d'ailleurs l'absentéisme, le turnover, le climat social dégradé, enfin, face à toutes ces problématiques que rencontrent, les directions ou les ressources humaines, le constat était le même, c'est on sait qu'on doit bosser là-dessus, on ne sait pas du tout comment y aller. Il faut qu'on travaille sur les risques psychosociaux, mais c'est flou. Et en fait, on ne voit pas comment nous, on peut être acteurs à notre propre niveau. Et donc cette fresque, c'est vraiment une fresque qui permet à la fois de comprendre ce qui se joue au sein de l'entreprise qui va mener à l'absentéisme, et que ce soit d'ailleurs au niveau, de tous les facteurs de risque psychosociaux, donc qui concernent l'entreprise, les relations de travail, les conditions de travail, mais aussi en incluant les facteurs de risque individuels. Je vous donne un exemple. Dans les facteurs de risque individuels, ça va être les personnes qui vont être aidantes, donc j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, qui vont être plus en risque et qui vont qui vont avoir une charge mentale plus élevée que des personnes qui ne sont pas aidantes. Et donc le poids de cette aidance, elle va avoir un poids aussi dans la vie de travail du collaborateur qui finalement va être, va devoir gérer ça en plus du travail. Et donc ça peut créer de l'absentéisme, sans que ce soit lié en fait au travail. Et c'est ça qui est souvent un peu flou, c'est de comment moi je vais agir au sein de mon entreprise sur des thématiques qui concernent à la fois les conditions de travail, mais aussi à la fois qui concernent en fait des collaborateurs qui ont, des challenges personnels. Et donc l'objectif de cette fresque, c'est de se dire, on met tout sur la table, on regarde qu'est-ce qui va causer quelles difficultés dans mon entreprise, qu'est-ce qui protège aussi les collaborateurs, qu'est-ce qui est bon pour les collaborateurs, quels sont les facteurs de risque individuels des collaborateurs, et à partir de ça, on fait un plan d'action. Et on s'appuie donc sur les outils mis à disposition de l'INRS et de l'ANACT pour pouvoir se dire en fait comment faire un lieu de travail qui soit un lieu de travail sain, SAIN, bon bon pour la personne. Et donc, en fait, on déplace, je dirais, le problème de l'absentéisme, on le remet dans une, quelque chose de plus global, pour avoir une compréhension que l'absentéisme, c'est uniquement la conséquence, un absentéisme élevé, c'est uniquement la conséquence de facteurs de risque qu'il faut qu'on aille absolument enrayer. Alors, on a évoqué les actions, émanant, des RH ou des dirigeants, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des actions à mener au niveau des managers de proximité? Est-ce qu'ils ont un rôle spécifique à jouer dans la prévention de l'absentéisme? Oui, bien sûr. Parfois, on entend dire, on ne quitte pas une entreprise, on quitte son manager. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais on se rend compte qu'en tout cas le management, est absolument, essentiel. C'est un pilier pour pouvoir, prévenir l'absentéisme. Mais le manager, il a un rôle qui est vraiment pas évident. Il est parfois propulsé, parce qu'il est bon techniquement, il est propulsé dans ce rôle de manager, sans avoir forcément été formé au management, et il essaie d'agir pour que son équipe aille bien, pour que son équipe remplisse ses objectifs, mais il n'est pas lui-même forcément assez épaulé, il ne sait pas exactement comment faire. Donc quand, ce que nous on propose, c'est de former les managers, mais pas pour, leur donner encore plus de responsabilités, mais vraiment pour leur donner les outils pour pouvoir prévenir les situations dans leurs équipes et pour pouvoir mettre en place les bonnes pratiques pour éviter les risques psychosociaux. Et c'est vraiment ça qui est essentiel, c'est que le manager, plus il va savoir en fait comment éviter ces risques-là, plus il va lutter contre l'absentéisme et donc plus ça va lui faciliter sa propre vie de manager. Est-ce que vous avez un exemple d'entreprise que vous avez accompagnée et qui a réussi à réduire, son taux d'absentéisme, et avec quelles actions elles ont réussi à faire la différence? Oui. Alors on en parlait régulièrement avec un cabinet d'expertise comptable qu'on accompagne depuis plus d'un an maintenant, et qui nous disait que le taux d'absentéisme, là, il est resté à peu près stable cette dernière année, mais la grande différence, c'est que les collaborateurs ne partent plus ou ne quittent plus l'entreprise en fait en colère, ou ne quittent plus sur des mauvaises relations qui vont ensuite pouvoir rendre les choses encore plus compliquées pour l'entreprise et pour le collaborateur, mais avec des collaborateurs qui vont en fait
quitté l'entreprise parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles étaient plus alignées avec le travail qui était demandé, avec la direction que prenait l'entreprise et qu'elles avaient d'autres projets. Donc en fait, et c'est ça qui est vraiment hyper important, c'est que tout ce qui est lié à la question des risques psychosociaux, de la santé mentale, c'est pas quelque chose qui va être mathématique, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'humain. Et donc les changements, ils peuvent être vraiment liés au niveau d'un climat social qui s'améliore, mais qui va se ressentir au sein de toute l'entreprise, qui va permettre de garder davantage de talents. Et c'est ce que nous on peut, c'est vraiment ce que nous on peut observer, avec donc un turnover qui va être plus bas et aussi moins d'absence, en tout cas pour cause liée au travail. Un climat social, en tout cas, plus apaisé. Ouais, tout à fait. Alors, pour finir, je vous propose d'aborder l'après. Comment est-ce qu'on prépare le retour des collaborateurs? Alors effectivement, quand un collaborateur est absent, c'est important de préparer son retour et ça se fait pas toujours. Petite anecdote, une fois, j'ai rencontré un manager qui m'a dit, moi j'ai une collaboratrice qui est, à plusieurs reprises qui a été absente et pour ne pas la discriminer, je lui ai pas fait d'entretien de retour. Bon bah, voilà, il y a pas trop de la collaboratrice n'est jamais revenue ensuite. Et donc c'est vraiment important de préparer ce retour. Ça va pas être la même chose parce que dans l'absentéisme, on va compter aussi, voilà, les collaborateurs qui reviennent de congé mat ou de congé pat. Mais en fait, même ces retours-là qui ne sont pas, liés à des choses qui sont compliquées, c'est comment je le prépare puisque l'entreprise, elle a continué à bouger et à changer en l'absence de ce collaborateur-là. Et il faut aussi le préparer, bien entendu, comme un retour qui est lié, à des problématiques et notamment, de risques psychosociaux. Donc, il faut que le RH et le manager puissent rencontrer en amont du retour la personne. La question peut être posée aussi, hein, de comprendre en fait qu'est-ce qui a fait que c'était arrêté, comment faire pour que ça ne se reproduise pas. D'accord. Eh ben, écoutez, Juliette, on arrive à la fin de notre podcast. Est-ce que je peux vous demander de conclure ce podcast avec quelques thèmes qu'on n'aurait pas encore abordés? Oui, je pense qu'il y a un thème qui me paraît très important, c'est de se dire que sur toutes ces grandes questions-là, de la réduction des risques psychosociaux, réduction de l'absentéisme, du turnover. En fait, il faut vraiment pratiquer pas à pas. On peut avoir des grandes ambitions et il faut avoir des grandes ambitions en tant que RH ou dirigeant pour son organisation, mais en se mettant en chemin petit à petit. Et je pense que c'est vraiment ça la clé du succès. Eh bien, merci beaucoup, Juliette, d'avoir partagé avec nous votre regard d'experte et puis vos retours d'expérience terrain qui, j'espère, donneront des pistes concrètes aux RH et aux dirigeants d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui pour activer leur démarche de prévention. Je le rappelle pour nos auditeurs intéressés par votre démarche, vous êtes Juliette Lachenal, fondatrice de Pepsi, donc Pepsi avec 2 P et 1 Y. Et puis, pour conclure, les éditions Tissot proposent également un guide pratique pour agir efficacement contre les risques psychosociaux et déployer des actions de prévention durable que vous pouvez donc retrouver sur le site des éditions Tissot. Merci beaucoup, Juliette. Merci Pauline. On retiendra de cet épisode que l'absentéisme, ce n'est pas qu'une question d'arrêt maladie ou de simple indicateur RH. C'est souvent le reflet d'un déséquilibre plus profond, qu'il soit organisationnel, managérial ou encore individuel. Les causes de l'absentéisme sont multiples et les enjeux ne sont pas seulement d'ordre RH mais aussi de performance globale. Au-delà des données, c'est bien le climat social et la santé mentale des collaborateurs qui doivent nous alerter. Prévenir l'absentéisme, ce n'est pas additionner des outils ou des KPI, c'est avant tout repenser le fonctionnement de l'entreprise et renforcer les facteurs de protection. Cela passe par un environnement où les collaborateurs peuvent être bien, présents et engagés durablement. Merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Les équipes des éditions Tissot et de Culture RH vous donnent rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Sur un air de RH.